Donc, normalement, on va commencer rapidement par la 3D. On va très peu voir des 2D. Donc, c'est pas qu'il y a une arnaque, c'est qu'il faut faire des choix. Donc, les objectifs du webinaire, c'est... Attendez, parce que j'ai quand même des conversations Zoom qui ne me laissent pas vous voir. C'est que pour les novices, je pense qu'une des choses qui est toujours la plus compliquée, c'est de se repérer dans l'interface, parce qu'il y a toujours beaucoup d'outils, et ça, c'est... Bon, on va voir ça assez vite. Je me suis mise, parce que nous, en tant qu'employés des Design Express, on a une version qui a tous les modules, mais je me suis mise pour ces webinaires dans la version qui a le moins d'outils, qui est la version standard, pour que tout le monde ait les mêmes outils et les mêmes fonctionnalités. Donc, on va se repérer dans l'interface. Faire de la 3D, c'est beaucoup une question de bien savoir où on est quand on veut faire quelque chose. Et pour ça, il y a différentes façons de faire. Et contrairement à d'autres, je ne pense pas qu'il y ait une seule façon de faire qui est la bonne, parce que vous avez tous des cerveaux différents. Donc, je vais vous montrer un certain nombre de choses, et puis avec la pratique, vous allez... Ensuite, il y a des bonnes pratiques et des choses à ne pas faire, mais l'outil, c'est un des avantages, est suffisamment souple pour que vous puissiez créer votre propre processus des créations en 3D. Alors, j'ai marqué modéliser en 3D avec des volumes. On va voir ça dans les prochaines slides. On va utiliser juste des volumes, parce qu'il y a d'autres choses dans Vectorworks, c'est un autre logiciel qui permet de faire de la 3D, mais on ne va pas commencer sur 1h20 à tout voir. Et puis, rapidement, on a vu ça déjà dans les autres webinaires, mais on va voir ça d'une autre façon. Comment faire des documents 2D, donc comment faire une élévation et une coupe à partir d'une maquette 3D, de façon assez simple en utilisant un modèle. Donc ça va être la dernière partie. Alors concernant la modélisation en 3D, dans Vectorworks, on peut utiliser des volumes. Alors, qu'est-ce que c'est un volume? Par exemple, une sphère ici, c'est un volume. On peut utiliser aussi des formes en 3D qui sont générées par des contours NURBS, qui sont des courbes qui maîtrisent d'une certaine façon, ou des surfaces, ou une autre méthode, c'est les subdivisions. Alors, si je me mets à vous expliquer un petit peu de tout, en fait, on va perdre les fils. J'ai marqué ici ces liens. Alors, je vais vous montrer, c'est un lien. On va l'exécuter. Et normalement, oui, on va se retrouver dans la page que je trouve très bien du manuel Vectorworks 2020, où vous avez les explications. Donc, vous avez, nous, on va travailler un volume, c'est ce qui est marqué ici, Solids, la modélisation de NURBS, la subdivision, et il y a une partie paramétrique qui peut se faire avec marionnette. Donc, tout ça, c'est assez bien expliqué. Et pour vous initier, ça vous donne une idée de ce que c'est. Quand vous importez des maquettes 3D d'autres logiciels, souvent vous avez de la surface. Et souvent, c'est des surfaces triangulaires. Et vous êtes frustré et ça s'explique. Donc, c'est une façon de commencer à comprendre ce qui se passe quand vous faites certaines opérations. Vous avez aussi des articles dans les blogs qui traitent de la 3D, qui traitent certains sujets. J'ai abordé, enfin, j'ai écrit 2 de ces articles, je crois, ou 2, 3, et il y a des tutos faits par Philippe Breul, notre formateur, donc ils vont compléter des choses que vous allez entendre aujourd'hui. Et puis, à la fin, vous allez voir un certain nombre de choses. On va mettre un téléchargement dans l'article des dimanches prochains, les fichiers avec les contenus, pas un peu nettoyés, mais avec les contenus du webinaire pour que vous travailliez un peu les notions avec ces fichiers. Je pense que ça va être plus facile. Donc, ça sera disponible en téléchargement dans les sites du blog vectorworks.fr. Normalement, dimanche 30 août, en téléchargement. Et je crois que j'ai tout dit. Donc, on va commencer. On va passer à ces fichiers où on se trouve dans un environnement où j'ai créé des volumes.
Alors, comment est-ce qu'on peut créer des volumes? Vous avez dans l'interface, vous avez une partie qui s'appelle modèle. Donc moi je suis dans l'interface pour ceux qui, parce qu'il y a eu dans la configuration, je vais faire un petit point sur un sujet sensible. Vous avez classique, c'est l'interface version française avant 2020. Donc moi je suis dans l'interface 2020 et futur. Donc, je pourrais être un standard classique, mais on va garder le futur. Donc voilà. Je pense que ça c'est clair. Donc dans le menu modèle, vous avez un certain nombre de choses possibles. Et on va voir cette deuxième partie qui est en haut tout à l'heure, ce sont des opérations. Ici, il y a des façons de construire des volumes. Et on ne va pas parler des subdivisions. Il y a des opérations 3D qui ne concernent pas forcément ce qu'on va faire, qui concernent les NURBS. Donc nous, en fait, on va beaucoup aujourd'hui parler de ce qui se passe là-haut. Ici, dans la trousse outils 3D, on a quelque chose qui est un outil 3D, mais des navigations, que vous retrouvez aussi dans les outils de base, et qui vous permet de tourner autour des objets. Parce qu'en fait, là, je suis dans un calque et tout le changement entre la 2D et la 3D se perd par comment je regarde les calques. Donc là, il y a marqué je suis sur une vue sur mesure parce que comme je tourne un peu comme je veux, ce n'est pas tout à fait parmi les choses que je peux choisir. Mais ici, vous pouvez choisir un certain nombre de vues typiques. Et la seule vue 2D, vraiment 2D, c'est les plans 2D. Donc là, quand vous êtes un plan 2D, vous reconnaissez les personnes qui travaillent plutôt en 2D. Et vous voyez les objets 3D, parce que vous pouvez les voir. Là, je peux dessiner des traits, je peux dessiner des rectangles. Et c'est l'espace 2D. Et dans ce même espace, donc, on va travailler qu'avec un calque aujourd'hui, enfin, je veux dire en termes d'espace. Si j'échange des points de vue, si j'ai dit je vais regarder du côté isométrique droite, je vois ces choses-là du côté droit avec une projection isométrique. Donc ça concerne la navigation et comment se repérer dans cet espace. Donc normalement, on a un plan, c'est le plan du calque qui nous sert de repère. On a 3 axes et une façon de les voir. Alors là, c'est l'iso droite et je peux les voir aussi en vue des dessous. Donc là, en vue des dessous, on pourrait dire que c'est la vue 2D, mais ce n'est pas la vue 2D. Alors pourquoi on se rend bien compte que ce n'est pas la vue 2D? J'ai choisi donc un rendu en OpenGL parce que vous allez comprendre tout à l'heure si vous restez avec Adam, OpenGL c'est très pratique pour travailler en 3D et voir une simulation assez agréable du volume, sinon il y a le côté filaire. Donc je vois les objets en 3D, je suis en vue de dessus, mais si je passe un plan 2D, ces objets n'ont plus d'apparence 3D et si je dessine un rectangle à côté, vous voyez ses propriétés. Ce rectangle, il a des attributs, un remplissage blanc et un trait noir, et je les vois, mais si je sélectionne cette extrusion, elle a un remplissage blanc et un contour noir, mais je ne vois pas le remplissage. Si je change les contours et que je les fais en rouge, les contours, je verrai le changement. Pas dans la 3D, mais dans la 2D. On va prévenir l'union de la classe. Mais si je me mets en vue des plans, les objets 3D n'ont pas des représentations vraiment convenables pour un plan ou exceptionnellement. C'est pour ça qu'il y a des objets hybrides. Dans les cas des murs, c'est ce qu'on fait. On a une représentation 3D, un volume, et une représentation 2D. Alors, ça ne doit pas nous arrêter pour travailler en 3D. Moi, je vous propose qu'on travaille en 3D sans trop penser à la 2D. Et pour ça, on va utiliser les différentes vues. Donc, vous voyez ici que je peux faire toutes ces vues-là. Si vous avez un clavier, alors je vais faire quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, si vous avez un clavier avec un pavé numérique, si vous mettez
vous faites toutes les touches autour du 5, donc 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4, vous vous baladez selon les différentes vues. Donc les 2, c'est la vue des faces. Là, j'ai appuyé sur la touche 2. 3, ça se met sur l'isométrie droite. 6, c'est le côté droit. 9, c'est l'isométrie droite depuis l'arrière. 8, c'est la vue des derrière, c'est une élévation des derrière. 7, vous avez compris. 4, c'est des côtés. 1, c'est le côté gauche en axométrie. Et 2, j'ai reviens en vue des faces. Et 5, c'est la vue des dessus, donc pas plan 2D. Donc ça, c'est des façons de regarder sa maquette. Si on veut tourner autour de sa maquette, autour de sa scène, et qu'on utilise l'outil survol, moi je vous conseille, là par exemple, il y a les options que vous avez ici. Je vous conseille soit de choisir un centre de rotation donné, par exemple celui-là, qui est un peu le centre de gravité de tout le monde. Vous pouvez choisir aussi un objet. Donc pour ça, il faut faire X. On choisit l'objet et à ce moment-là, on va tourner autour de l'objet parce que c'est peut-être ça qui vous intéresse de regarder. Vous zoomez, vous dézoomez avec la molette, vous rapprochez. Et puis, sinon, il survole, il va tourner autour normalement du centre de la feuille. Alors, là, on est en projection orthogonale, c'est-à-dire que tous les rayons sont parallèles, les rayons de projection. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous pouvez changer et avoir de la perspective, rapprocher normal ou grand angle. Ça, c'est un réglage qui s'est fait ici. Donc, si vous dites perspective normale, vous voyez que le sol est passé au vert. Parce que si je dézoome beaucoup et que je tourne, il y a un horizon qui apparaît. Pour distinguer, il y a une ligne d'horizon et on a un ciel et on a un sol qui est vert. Et si vous regardez bien, on a une sensation de perspective. Normalement, les lignes ne sont pas parallèles. Il n'y a pas de figure où ça se voit beaucoup. Là, ici, on les voit, on l'apprécie mieux. Mais si je mets un orthogonal, vous voyez que c'est comme une axonométrie normale. Donc, pour travailler avec vos maquettes, vous avez les vues, les points des vues, vous avez le type des projections, et vous avez aussi, dans les vues, les rendus, c'est pour l'apparence. Donc, quand on travaille comme ça pour modeler, les filaires, ça demande un peu de pratique et utiliser des couleurs. l'OpenGL, c'est pas mal, c'est quelque chose qui vous donne, c'est pas très très beau, mais ça vous donne une allure, une illusion des volumes assez semblable et ça vous permet de ne pas recalculer. Quand vous tournez, vous voyez, ça ne me demande pas de recalculer. Les filaires, c'est pareil. Si je viens ici et que j'ai dit que je veux un rendu, par exemple, ligne visible uniquement, quand je tourne, il me demande de recalculer et je dois actualiser. Donc, je passe un filaire et un filaire comme un OpenGL, je peux tourner sans faire recalculer l'image. Vous allez mieux comprendre ça peut-être après la présentation d'Adam, mais pour travailler avec votre maquette, les deux rendus à utiliser dans la vue, c'est filaire ou OpenGL, chacun ses goûts. Moi, j'ai continué en OpenGL, je préfère personnellement, globalement, travailler en filaire, mais je pense que quand on doit partager, c'est plus parlant de travailler en OpenGL. Alors, j'ai regardé un peu le temps, ça va. Donc il me reste à vous parler du multifénétrage. Si j'active le multifénétrage, alors il se trouve que j'avais fait une seule fenêtre. On peut scinder horizontalement, scinder verticalement, et on peut, par exemple, si je scinde verticalement, je vais trouver ici une autre vue et on peut changer, je peux dire, je vais voir une vue isodroite. Donc vous pouvez travailler avec plusieurs vues en même temps et vous pouvez recréer un système avec 4 vues, avec la vue des côtés, la vue d'en haut, la vue de l'autre côté et une vue en 3D. Personnellement, je ne suis pas... ça se justifie dans certains cas de figure, mais dans ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas les faire.
sachez que ça existe ici. On l'active et puis on les règle. Et ça peut se faire. Alors, je vais laisser ça là. En fait, vous ne me voyez pas, mais j'ai mes bagarres avec la barre Zoom. Donc, on va passer à la création des volumes. Je vous ai parlé des volumes simples, enfin simples, il y a simple et simple, et tout se base beaucoup sur la question de l'extrusion. Et ici, j'ai fait un petit florilège de ce qui est possible, pas forcément tout. Donc, si je prends cette extrusion, ça c'est un hexagone qui a été extrudé verticalement. Donc, j'ai dessiné un objet au sol, comme je vais faire ici. Donc, je prends un objet, à l'occasion c'est un rectangle, comme je veux, et je les dessine sur ces plans-là. Quand je clique une fois et que je passe par-dessus, ça devient rouge. Quand je clique et j'étire, ça me permet de monter en hauteur ou de descendre en hauteur. Donc ça, c'est une extrusion simple. Je peux régler la distance. J'ai fait tabulation et j'ai dit que je veux 250. Je les valide une fois et j'ai cet objet-là qui est une extrusion dans la classe blanc, qui est celle que j'ai utilisée, dans les calques dans lesquels on travaille, et qui a ces dimensions-là. Il va me donner l'élévation, c'est-à-dire que les rectangles que j'ai utilisés, il a une hauteur nulle, 0, et il a été extrudé 399,6. Alors, je n'ai pas validé ce qu'il fallait, donc je vais changer. Là, je vais faire 600, je veux plus, ou je veux un peu moins, je veux 300. Cette extrusion, elle est éditable. C'est-à-dire que là, je vois, c'est une extrusion. Donc, si je double-clique, j'édite et je peux changer la figure que j'ai extrudée. Je peux changer les dimensions. Je peux ajouter et modifier la forme, ajouter des... Voilà, ça, tac, tac, et dire que j'ajoute les deux additionner les surfaces. Donc là, quand je sors de l'extrusion, ici, quand je quitte l'extrusion, la forme extrudée, elle est différente. Et je peux toujours l'éditer ici. Donc, je vais enlever ça. Donc, cette extrusion-là, par exemple, elle a été faite ici, avec un hexagone qui était posé au sol. Ensuite, donc ça, je les trouve aussi, je l'ai fait avec cette propriété selon laquelle, si je dessine une figure en 2D au sol, que je clique dessus, elle devient rouge, je peux régler directement. Si jamais je ne m'en souviens pas, je peux aussi, ou si je ne fais pas ça, je me retrouve avec la figure, je peux l'extruder. Soit je viens ici, j'ai fait extrusion, et ça ouvre un menu où j'ai dit voilà, 500. Ou j'ai fait le raccourci, commande ou CTRL-E, et ça fait la même chose. D'accord? Donc, ça, c'est une façon d'extruder assez agréable. On va voir tout à l'heure comment on extrude différemment. Dans ces menus-là, on a extrusion multiple. Alors, ici, j'ai fait une extrusion multiple. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire la même chose. Je vais mettre en vue des plans. 2D, et je vais prendre un polygone, cette fois un pentagone, je vais faire la base, c'est pentagone, et je vais faire une duplication de la figure avec les curseurs, et je vais venir ici, je vais faire ça. Donc l'extrusion multiple me permet de relier les deux figures l'une à l'autre. Je vais faire modèle extrusion multiple et donner une hauteur. Alors on va faire 1000. Voilà, j'ai appuyé sur 3, je suis en ISO droite, j'ai appuyé sur 3, c'est pour ça que j'ai changé des vues. Et vous avez vu que si j'édite, j'ai les deux pentagones, et quand je ferme, j'ai les petits pentagones et les gros pentagones, et toute cette hauteur. Si je change la hauteur ici, de la sélection, et que j'ai dit que ça fait 500, il relie les deux pentagones avec 500. Mais il se peut que je veuille avoir plutôt une petite base ou une grande base.
à la place d'une grande base. Donc, il y a un ordre. C'est-à-dire que là, j'ai dessiné d'abord les grands et ensuite les petits. Donc, quand il va faire l'extrusion, il prend les grands dans la base et les petits pour monter. Mais si je veux le contraire, je sélectionne les petits. Je veux dans outils envoyer en arrière. Et là, il est au-dessous du grand. Et quand je sors, vous allez voir qu'il a inversé. Et c'est le petit qui est à la base et les grands qui est en haut. Donc, quand il s'agit de faire l'extrusion multiple, vous dessinez dans l'ordre que vous voulez. Et si vous voulez être sûr, vous envoyez au fond celui qui doit être dans la base avec la commande qui est dans l'outil envoyer en arrière. Voilà. Donc, on l'enlève lui. Ça, c'est l'extrusion multiple. Vous les verrez. Donc, quand vous récupérerez le fichier, si vous doublez-cliquez, vous verrez ça. Là, c'est l'extrusion multiple avec la petite base dans l'autre sens. Là, j'avais changé le sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce que j'ai fait ici, c'est imaginer que j'ai ça. On s'est enlevé, je vais les coller. Et que je veux juste, je n'ai pas une masse complète, mais je veux juste comme un saladier, on va dire. Il y a une commande qui est ici, il faut juste que je trouve, qui s'appelle, j'aime bien, épaissir volume. Vous pouvez l'appliquer à votre volume et dire, je veux l'épaissir, là j'ai fait 3 cm par exemple, des 5 cm. Et vous cliquez de quel côté vous voulez appliquer ça. Donc, j'ai commencé du haut, j'appuie sur un trait et vous voyez ce qui s'est passé. Il a créé un objet des 5 cm d'épaisseur et évidé. C'est un peu comme la commande sur les surfaces contour équidistant, mais en volume. Donc là, ça s'appelle épaissir volume et vous avez un objet sur lequel j'ai fait ça. Est-ce que je vais trop vite? Je ne sais pas si je vais trop vite. Vous pouvez dire oui ou non en question-réponse. Est-ce que la vitesse d'explication vous convient? Pas des réponses. Ah si, oui, il y a des oui. Super. Allez, oui, ça va. Super, vous êtes sympa. Merci. Je continue alors. Cette extrusion, je l'ai laissée parce qu'elle a servi à faire cette chose un peu tournoyante. Alors, pour ça, il y a la déformation. Vous avez un certain nombre de possibilités. J'ai choisi une torsion. Donc, on choisit la face qu'on va utiliser pour tordre. On clique et on a un rapporteur qui apparaît. On détermine. Alors, vous utilisez la tabulation pour entrer une distance. On peut faire plus que ça. On peut faire 300. Et non, c'est trop 300. On va faire 100, c'est une bonne chose. Et on va dire 90 degrés sans déplacement. Oui, et oui, et oui, et oui. Et on valide. Et je n'ai pas fait bien. Donc, je recommence. On fait ça, 35, ça me va. Et on va faire 90, au moins 90. Et on valide. Et vous voyez la torsion qui est différente parce que là, j'avais pris une autre distance, une autre torsion. Alors, la différence entre ces volumes que je viens de créer, donc là, c'était la même chose, pardon, je ne suis pas sortie de l'outil, X. Entre ces volumes et celui-là qui a été généré avec cet outil des formations et les autres, c'est qu'ils ne sont plus éditables. Vous voyez qu'il y a un maillage, il y a une trame qui définit les surfaces, parce que là, du coup, il n'y a pas des plans, c'est une surface incourbée, là aussi, et on ne peut plus l'éditer. Ça s'appelle un volume allégé. Vous pouvez changer un certain nombre de choses, la largeur, la profondeur ou l'extrusion, vous pouvez les dire. Non, on ne peut même pas, mais ça, on peut l'éditer. Je peux toujours cliquer et éditer. Ici aussi. Donc, je continue. Alors, sur l'extrusion, il y a un cas particulier. Là, on a extrudé un arc des cercles.
Donc, je ne sais pas si tout le monde voit bien, parce que je vais zoomer pour que vous voyez. Donc, c'est un arc des cercles qui a un remplissage. Les contours existent, le remplissage existe. Donc, quand j'ai sorti l'extrusion, j'ai extrudé un volume. Là, j'ai un autre cas de figure, j'ai un arc des cercles, quand j'ai zoom, où j'ai enlevé le remplissage. Donc, ça fait une surface, mais il n'y a pas un... Donc ça, c'est à faire attention. C'est le cas avec les polygones aussi, si le polygone n'est pas fermé. Alors, je continue, je regarde l'heure, ça va. L'extrusion suivant un parcours. Donc, vous avez dans les possibilités d'extrusion ici, on a fait l'extrusion multiple, et là, on est extrusion suivant un parcours. Donc, ça consiste à dessiner un parcours et une surface. Donc, c'est une ligne et c'est deux lignes, et des préférences, une fermée et l'autre ouverte. Si je double-clique, il va éditer les parcours ou la section. On peut choisir quoi faire automatiquement, mais si j'édite les parcours, il y a une ligne qui est là, qui est un polygone. Si je vais voir, c'est devenu une courbe d'ours, mais c'était un polygone. Et je ne m'attarde pas trop dessus parce que cette fonction, elle est justement un peu plus sophistiquée. Et si je double-clique, je vais voir la section, j'avais un pentagone. Donc là, si je change la section et que j'ai fait un cercle à la place, alors on va faire un cercle à partir du rayon, plouf, la figure va changer. Donc on est encore dans la figure éditable. Ici, j'ai une extrusion conique. Donc, une extrusion conique, ça peut s'apparenter à l'extrusion multiple, mais la façon de la renseigner est différente. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, l'extrusion conique, on va prendre un cercle pour que vous voyez, ou un pentagone encore, et que j'ai dit que je vais l'utiliser pour une extrusion conique, il va me demander quelle est la hauteur, mais aussi quel est l'angle. Je peux jouer sur l'angle, sur l'inclinaison des faces. Donc, je peux dire que je veux un angle plutôt à 60 et une hauteur à... Moi aussi, 400, c'est bien. Et non, 400, c'est pas assez. Donc, vous allez venir ici et dire, on va faire plutôt 900. Toujours pas, c'est que l'angle, il est trop incliné. Voilà. Donc là, ça commence à être quelque chose de plus... donc, je vais faire 25 et plus court, on va faire 400. Ici, je l'avais fait avec un cercle avec 15 degrés et 200. Je pense que là, on va faire 200. Voilà, c'est ce que je voulais. Et 15 degrés pour que vous voyez ce qui se passe. Donc, je crois que pour cette partie, c'est à peu près tout. Il y a aussi incliner une surface. Alors, incliner une surface, j'aimerais bien vous montrer. Il y a, dans la modélisation 3D, il y a toujours, comme oui et non. C'est-à-dire que quand vous faites de la 2D et qu'on fait un plan et une coupe, comme il n'y a pas la synthèse spatiale, parce qu'il y a une incongruence, une incohérence géométrique, ça passe. Mais ici, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand on fait l'extrusion multiple, il faut être vigilant. Et si on utilise des polygones, il y a un certain nombre de règles à respecter. C'est un peu long pour les webinaires, mais vous ne pouvez pas faire n'importe quel polygone avec n'importe quel polygone. Et sur incliner des surfaces, on va voir un petit exemple pour que vous compreniez. Alors, ici, j'ai fait une inclinaison des surfaces. Je vais faire une pour que vous voyez. Donc là, j'utilise cet outil où je peux choisir une surface d'un côté, l'autre, et avec cette règle, dire que je veux que ça soit incliné moins 60, par exemple. Je valide, et vous voyez qu'elle est venue s'incliner à 60 par rapport à cette surface-là. Si j'essaye de faire la même chose ici, ça sera impossible.
parce qu'il y a une incohérence géométrique. Donc, quand je l'ai fait, alors je vais déplacer l'objet parce que sinon, vous n'allez pas voir. Quand je vais déplacer l'objet et que je vais faire incliner la surface, je prends en haut, je prends en bas, j'essaie de faire la même chose et vous voyez ce que ça fait. Ça les fait pas mal, mais si vous remarquez, il y a une partie de la figure qui est partie, donc, enfin, qui n'est pas la même. Donc, demandez à vos modèles des choses qui sont possibles. Enfin, je dirais, demandez pas l'impossible parce qu'il ne le fera pas. Demandez l'impossible ailleurs. Alors, j'aimerais bien maintenant qu'on se mette en vue des faces. Et vous voyez que, mais pourtant c'est pas trop mal, que j'ai des objets qui ne sont pas sur les plans. Parce qu'en fait, quand on travaille, par exemple, je peux travailler et déplacer des objets comme ci, comme ça. Et quand je mets en vue des faces, comme je suis en vue 3D, je n'ai pas de contrôle sur les déplacements. Alors, comment on fait pour contrôler? Sur les extrusions, c'est assez facile, parce que quand vous sélectionnez que vous voulez une hauteur donnée, l'hauteur de la base, là, elle est à 200. Je suis un peu étonnée. C'est l'hauteur. Non, c'est l'auteur, pardon, c'est le Z, je ne comprenais rien. Donc les Z, vous avez les coordonnées X, Y et Z, et les Z, il est à moins 1003,3. Donc j'aimerais bien qu'il soit avec les autres à 0. Et j'ai toujours un petit problème que je ne comprends pas. Pourquoi il ne me laisse pas? Ça, c'est les directs, super. Pourquoi il ne valide pas quand j'ai fait... Ah, là c'est bon, 0. Celui-là aussi, on va dire que c'était ça c'est un volume épaissi et du coup, je n'ai pas accès au Z, mais je peux m'aligner. Il y a du magnétisme dans ce sens-là. Je peux toucher un point et dire je veux être aligné à ce Z-là et je suis comme un 2D. C'est cette icône-là. Je peux aligner ces points à celui-là. Il faut que je trouve un point quand même et je peux m'aligner. Pour ça, vous avez les vues des faces, toutes les vues qui sont verticales. Là, vous pouvez vous déplacer. Alors, non seulement vous pouvez utiliser les attirances des points les uns par rapport aux autres, donc par exemple là, c'est un peu beaucoup, c'est un peu... mais vous pouvez aussi utiliser l'outil déplacer. Alors, vous avez le déplacer 3D, qui est très bien, mais déjà, quand vous êtes dans des vues planes des côtés, vous pouvez vous déplacer en 2D, en X et Y, avec des coordonnées. Donc, si j'ai dit ici que je veux 300 en hauteur et moins 100 à l'horizontale, il est monté, il est parti vers la gauche. Je peux aussi faire une rotation avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, on va aller faire voilà, je mets un vue des plans et si j'ai fait ces rectangles-là, qui est un 2D, et que je lui applique une rotation avec la commande CTRL-L, il tourne 90 degrés. Bon, ben cette même chose arrive. Alors, si vous êtes, par exemple, dans une vue 3D comme ça, c'est déconseillé. Vous voyez ce qui se passe, c'est un peu le bazar. Mais si vous êtes sur une vue des côtés, ce n'était pas celle-ci que je voulais, je vais arrière. Par exemple, cet objet, je peux dire que je veux qu'il tourne 90 degrés. Ou celui-là, il va tourner 90 degrés. Donc maintenant, je l'ai placé à l'horizontale. Donc j'ai tout bazardé. Mais vous allez retrouver un fichier propre. Donc on a bougé un Z. Vous voyez que vous pouvez utiliser l'élévation ici. Vous pouvez modifier les extrusions. Vous pouvez modifier la primitive. La primitive, c'est la courbe ou la figure qui génère l'extrusion. Et vous pouvez faire des rotations et des déplacements avec des coordonnées. Vous pouvez utiliser la palette info-objet. Donc, c'est repéré, c'est relativement simple. Enfin, pour moi, c'est très simple, je trouve. Mais je n'aimerais pas mettre la pression à ceux qui trouvent que ce n'est pas si simple que ça.
Là, je viens d'accrocher ces points à celui-là, mais je pourrais accrocher celui-là à celui-là. Vous voyez, il y a du magnétisme, tout va bien, les choses s'accrochent. Je pourrais dire que ce centre, il est avec celui-là, et toutes ces choses. Bon. Donc, ici, on va parler des plans. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, moi je suis dans les calques qui s'appellent 1 bouger Z pommelle, donc c'est pour ne pas oublier ce qu'il faut que je vous raconte. Mais je pourrais dire, par exemple, quand je vais dessiner un rectangle, je pourrais dire que je vais dessiner dans les plans du calque, ce que je vais faire. Donc, normalement, je peux dessiner ici, mais je pourrais également dessiner là. Je vais me mettre dans une vue, justement, où vous allez voir mieux. Donc, un vue dessus, droite, c'est celle que je veux. Là, je vais dessiner un rectangle qui s'appuie sur la toiture. Donc, je viens ici et je suis là. Quand je tourne autour de l'objet, j'ai dessiné un rectangle en 2D. Donc, ce n'est pas un objet 3D, c'est un objet 2D, mais qui est dans ce sens-là. Donc, je pourrais l'extruder. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'extrude ici? On va dire comme E. Vous voyez qu'il est extrudé par rapport au plan auquel il est perpendiculaire. Je pourrais me mettre dans cette vue-là, face, pardon, côté, droite, et faire la même chose, dessiner, tirer et extruder directement et dire 600. Ok, donc quand je reviens, il y a un objet qui a été extrudé. Alors vous voyez que 600 c'est vers l'avant et si j'ai fait moins 600, ça va être vers l'arrière. Bon, je vais les faire comme ça, vous le voyez, c'est moins 600, ça va de l'autre côté. Alors, je vais dessiner maintenant, si je me mets dans cette vue, un rectangle, mais je ne vais pas dire que je suis alignée à l'écran, je vais dire que je suis dans les plans de l'écran. Donc, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est le plan de l'écran, qui est quand même un truc un peu particulier, mais qui peut être très utile, là, cet objet, il est dessiné sur la vitre de mon écran et de vos écrans, quelque part. C'est comme si on mettait un film plastique, et quand je tourne, il ne peut pas tourner, parce que vous voyez ce qui se passe, tout tourne, tout est vu dans l'espace, mais cette chose-là, elle ne bouge pas. Alors, quand on est en 2D, ça l'est fait, mais attendez, je vais nous mettre dans une vue potable. Voilà. De droite, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ah, j'ai tout tourné, j'ai fait une bêtise. Je vais faire point Z, j'ai fait une fausse manip. Droite, ok. Quand je me mets ici et que je vous fais ça, si je tourne, je ne vais pas tourner autour de l'objet, je vais tourner autour de lui. Vous voyez ce qui se passe, voilà, tout va bien. Donc lui, il est dans les calques, dans les plans 3D, mais si j'ai dit soit dans les plans de l'écran, je peux continuer à bouger et il reste comme si j'avais collé un sticker sur mon écran. Donc ça vous arrive moins sur les plans verticaux que sur les plans horizontaux. J'ai vu récemment, ce qui n'est pas rare du tout, quand vous faites du texte, par exemple un plan, vous écrivez le texte des noms des rues, des bâtiments, et plutôt que de le mettre dans les calques, c'est dans les plans de l'écran. Et en fait, quand vous passez en vue 3D, ben, il y a des textes qui restent bien à la place et d'autres qui flottent, et il faut les mettre dans les plans du calque. Donc j'espère que ça c'est clair. Pour extruder, vous pouvez vous mettre dans toutes les vues, toutes les élévations, enfin dans toutes les vues, mais c'est mieux de contrôler l'extrusion. Et il y a aussi la possibilité d'extruder en utilisant cet outil-là qui va prendre, par exemple, cette face, on va tirer dessus, ça c'est facile. Mais cette face, on va tirer dessus aussi. Ça, c'est moins facile.
Alors, j'ai gardé la question d'Eva, mais je ne sais pas si je pourrais répondre en live. J'ai laissé Adam répondre, parce que sinon, je suis très bavarde. Et sinon, je répondrai, Adam, il va faire une sélection des questions, je vais répondre à la fin. Donc, j'ai refait la chose, c'est-à-dire que vous pouvez, avec la commande extruder simple, extruder dans un sens facile, mais vous pouvez, avec cette commande extruder ici, vous appuyez sur des faces qui sont inclinées et tirer dessus pour déformer sur un plan perpendiculaire. Alors, je vais les faire où je l'ai fait tout à l'heure, ou à mon avis, c'est là qu'on les voit de la façon la plus confortable. On peut tirer ici et on peut les faire rentrer vers l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur. Voilà. Comment vous commandez ça? Toujours avec la touche tabulation. Vous voyez que moi, avec les attirances et tout, c'est un petit titubant. Avec la touche tabulation, donc c'est la flèche qui est à côté du A dans les claviers AZERTY, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces noms. Vous tapez et vous avez la main sur la distance. Donc vous pouvez contrôler dès combien vous extrudez. 150, plouf, 2 fois, et vous allez déformer votre figure. Comme ça, il faut que j'arrête d'extruder, sinon... alors, on va mettre un vue des deux. Je vais baisser ces petits qui m'embêtent un peu en disant qu'il est à 0. Ouf. Ah, ça c'est l'extrusion. Parce qu'il est extrudé sur les côtés. Donc, je vais me mettre là, discrètement. Bon, il peut quand même se mettre à 0. Le volume allégé, il est casse-pied, donc on va l'aligner à là. Pouf, là, je vais t'aligner à toi. C'est bon. Et on revient à une vue de 3. 3, c'est une vue très commune. Et je voulais vous montrer ici. Donc, on va passer. C'était là. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est moi qui avance. J'ai un calque de retard par rapport à ce que je voulais vous montrer. On va faire les opérations. Mais on va commencer par les plans de travail. Vous pouvez définir un plan de travail pour ne pas travailler, par exemple, ici, je veux travailler perpendiculaire à la toiture. Donc, je vais dire définition du plan de travail. Je peux sélectionner 3 points, ou, parce que vous savez bien qu'un plan est défini par 3 points, oui, ou une face, parce qu'il y a des choses qui sont déjà dessinées. Je clique ici, et ça, c'est un nouveau plan de travail. Je peux venir dans Vue et dire Vue perpendiculaire au plan de travail. Donc, à ce moment-là, je peux dessiner, je vais faire temps Z, parce que je peux dessiner dans ces plans. Alors, je vais faire un exemple plus simple, c'est qu'on va définir ça comme plan de travail, parce que là, je pourrais me mettre sur la vue des côtés. Vous allez voir si je me mets, on va faire... On va faire 35, voilà. Si je mets sur une vue des côtés, 6, vous voyez que les faces de l'hexagone sont obliques. Et je voudrais faire une figure, comme je fais ici, qui perce perpendiculaire à cette face. Donc pour ça, je peux dire que j'ai défini un plan de travail sur cette face. Je vais mettre quand même... Non, j'ai fait une bêtise parce qu'il faut que je les fasse. Quand je suis... tac, tac. Allez, 5, on recommence. Je mets un vue 3 et je sélectionne cette face pour les plans de travail. Là, on dit que je suis perpendiculaire au plan de travail. Et là, je peux dessiner. On va faire par exemple une fenêtre circulaire. On va dire que c'est une extrusion conique, puisqu'on y est, de hauteur moins 100. Et on va dire 12 degrés, l'angle. OK. Donc, on va voir ce que ça donne en 3D. Pour ça, je mets un vue de dessus. Je reviens, pardon, à la vue normale. Voilà. Et je vois ici mon objet. Je vais enlever celui-là qui ne me plaît pas. Et vous avez vu qu'il est super perpendiculaire. Alors, pour les déplacer, je vais les déplacer pour que... Normalement, ce n'est pas idéal d'avoir 2 faces qui sont l'une avec l'autre. Donc, je vais déplacer un petit peu celui-là.
et on va faire des opérations. Parce que c'est pour ça que j'ai ces objets-là. Donc les opérations, c'est tout ce qui se trouve ici, en haut, c'est additionner les volumes, retrancher les volumes, faire des intersections des volumes, et puis on peut sélectionner des volumes. On va faire les 3 premières, c'est très simple, et ça vous permet de décomposer des volumes. Ici, je veux soustraire la figure que j'ai créée ici à l'hexagone extrudé. Donc, j'ai sélectionné les 2 objets et j'ai dit retrancher les volumes. Il m'a dit les volumes en rouge, c'est celui qui va rester. Si je voulais que ça soit le contraire, je peux utiliser ces touches-là. Alors, s'il y en a plus, il y a la flèche qui va jusqu'à la fin. S'il y en a moins, on peut sélectionner une par une. Donc, je peux avancer ou rétrocéder. Je crois qu'on dit comme ça. Bon, je reviens à l'hexagone et j'ai dit conserver les objets soustraits ou pas. Je vais les conserver. OK. Et en fait, si je l'enlève, j'ai percé, j'ai fait un trou de la forme de cet objet, j'ai fait un bouchon. Et ce que je vais faire, ça va être en vue des faces. Et je vais faire une chose, c'est pas une bonne idée, mais non, c'est pas une bonne idée. Je vais pas faire ça. J'ai dit que cette fois, j'ai resté dans les scripts. Donc, je vais rester dans les scripts. Donc là, on a fait une soustraction. Imaginez que vous voulez faire une addition. C'est simple aussi. On va faire ça là, à l'arrache. Je vais additionner ces 2 volumes. Donc, je vais prendre celui-là, celui-là, et voir tout le monde. Et je vais dire additionner les volumes. Et du coup, les arêtes, là où il y a des arêtes qui doivent disparaître, disparaissent, et les autres, c'est marqué. Tandis que si vous aviez additionné, c'est-à-dire c'est un vrai additionné, mais adossé les uns aux autres sans faire l'addition, vous auriez des arêtes qui ne sont pas dessinées ou des choses qui sont un peu indéfinies. Je vois que ce sont des volumes additionnés, ils sont tous dans une classe. Si je change la couleur, ça affecte à tout le monde. Mais je peux toujours les éditer. Si j'ai double-clic, je peux sélectionner chaque volume séparément. Donc ça, c'est une façon d'opérer pour construire des volumes pas complets, pas simples. Alors, et là, c'était les opérations, j'ai vraiment un calque des retards. Et de garder, c'était le multifénétrage que je vous ai déjà raconté. Et si, les clips cubes que certains connaissent. Les plans d'écran et les plans du calque, je les ai déjà faits. Donc, j'ai enlevé ça, personne n'a vu. Et qu'est-ce que j'ai dit non, je vais faire .z, j'ai mémoire, c'est les clips cubes. Alors, moi j'aime bien l'appeler clip cube parce que je suis vieille, mais maintenant il s'appelle, d'un vue, il est où? Limitation du modèle. Alors la limitation du modèle, c'est une cage qui vous permet de restreindre votre maquette comme vous voulez. C'est vraiment, ça sert dans les BIM, ça sert même à contrôler des incohérences avant d'envoyer dans un checker. Mais dans des cas, par exemple, vous avez un bâtiment relativement important et vous voulez voir seulement une partie pour travailler sur cette partie-là, vous vous dites, je vais voir que ça. Alors, à quoi ça ressemble pour ceux qui se demandent, qui ne l'ont jamais vu? Il y a une cage qui apparaît, cette grosse cage, que vous pouvez, donc là vous avez des manettes pour la déplacer, par exemple, je peux la déplacer comme ça, et vous voyez que quand ça passe dans l'objet, une partie de l'objet disparaît. Alors on peut la faire plus petite, parce que là elle est un peu grande par rapport à notre maquette, donc là je vais pousser cette face, et si je zoome, vous voyez, j'ai la section et une partie qui manque. Je peux aussi pousser la face d'en haut et la descendre et tout disparaît. Et quand je zoome, je vois l'intérieur.
Donc, on va voir, j'ai un exemple à côté, vous allez mieux voir à quoi ça sert les clips cubes. Donc, ça, c'est la limitation du modèle, anciennement appelé clip cube, qui est un outil que je trouve très pratique. Alors, je vois l'heure et normalement, on a fini dans une demi-heure avec les questions. Donc, ce que je vous propose, c'est une analyse des modèles. Donc, j'ai un autre fichier. Normalement, vous aurez tout dans un seul fichier. J'ai fait un petit projet qui est d'archi, parce que je me suis dit que même les archis connaissent les maisons, tandis que les projeteurs et Spotlight, tous les autres, on ne connaît pas. Donc, quitte à modéliser, tout le monde est déjà rentré dans une maison. Et puis, c'est plus facile pour moi, je ne vais pas vous mentir. Donc, j'ai modélisé qu'avec les outils que je vous ai montrés, une maison qui est un peu dans la pente et comment on a géré ça. Donc, on va analyser. J'ai qu'un seul calque avec la maquette. À un autre moment, on peut traiter la question des hauteurs quand on a différents étages, mais là, ça fait beaucoup d'informations à gérer. Donc, j'ai un calque, si je me mets en vue des faces, ça, c'est le sol, on va dire, une dalle des sols que j'ai utilisée. Enfin, c'est un rectangle, c'est une extrusion, parce qu'on n'utilise pas les outils architecture, auxquels on n'a pas accès à la version standard. Et ça, c'est une extrusion des 30 cm dont la hauteur est à moins de 30 par rapport, si vous regardez ici, si je continue avec ces points, les zéros, ils se situent en haut de cette dalle. Donc, c'est notre zéro. Et à partir de là, on va analyser comment j'ai construit cette maquette. Et l'idée, c'est qu'elle est à moitié finie, il y a quelques erreurs, et ceux qui voudront, vous allez pouvoir la télécharger et décider de comment finir. Il y a des portes ajoutées, des petites corrections à faire, et puis vous allez pouvoir vous amuser avec un objet maîtrisé qui n'est pas énorme. Ce qui est mon conseil pour les vrais débutants, c'est soit de reproduire quelque chose existante pour lequel vous avez des plans qui n'est pas de très grande envergure, pour ne pas vous décourager, soit commencer avec des faisabilités. C'est très bien de faire, par exemple, sur une analyse urbaine, les volumétries d'une rue et puis travailler sur les gabarits et les distances possibles. Enfin, des choses où vous n'êtes pas confronté à des questions très techniques et des conceptions où il faut inventer tout de suite. Voilà. Et puis les outils paramétriques, ça je ne l'ai pas dit, mais ça c'est pour les architectes. Les murs, les dalles, tout ça c'est très bien, mais ça ne vous aide pas forcément à acquérir l'agilité en 3D nécessaire pour un bon travail en 3D. Ça c'est mon credo. Et voilà. Donc ici, on a plusieurs volumes. Donc on a un terrain, on a un socle, un remblai, et puis un bâtiment qui est posé. Donc imaginez que je veux les faire. On va faire, je vais dupliquer ça et je vais effacer. Donc on ne va pas voir ce qui est là, ce qui est ici. Si je veux reproduire à peu près la même chose, donc je ne vais pas tout faire. Enfin, ça se fait pas, ça prend pas beaucoup de temps, mais enfin on n'a pas le temps de tout faire. Je vais me mettre sur une vue des côtés, une vue des faces, dessus, côté, droite. Voilà, je me mets là. Je vais faire un polygone qui, un 2D, qui va être mon terrain, que je vais extruder. Alors là, je veux, voilà, quelque chose comme ça. Je ne vais pas mesurer la pente. Je peux extruder et dire que je veux, parce que je suis 2000, je crois. Ouf, ouf. Et si je me mets en vue de 3D, 2000, ce n'est pas assez. Donc, on va faire 4000. 4000. Vous voyez que l'objet n'est pas forcément au centre. Donc, on va les placer au centre. Si je regarde des faces, j'ai cette vue-là. Voilà. Je vais regarder des faces parce qu'en effet, j'aimerais bien avoir
la hauteur de l'endroit où je vais décaisser. Je peux les faire aussi. Si, je peux les faire. Non, je vais les faire un plan. Après, vous allez voir, on peut faire les choses de différentes façons. C'est pas bon pour les indécis. Donc, ça, c'est le plan vu d'en haut. Ça, c'est 2D qui traînent, 3D qui traînent. Et je vais faire les socles sur lesquels va être posée ma maison. Alors, il fait en largeur, on va dire qu'il fait 20 mètres, et en profondeur, il fait 15 mètres. Donc, ce n'est pas une grande maison. On va les centrer aussi. Plouf. Et vous voyez, c'est un rectangle. On va l'extruder. Et on va dire qu'il fait 500. Bon, plus, 500, 1000. On va installer la maison à peu près à la moitié. Normalement, vous aurez des cotes comme il faut, mais on va dire que, par exemple, par rapport à ces niveaux-là, je vais être à plus 400 mètres. Donc là, je suis à l'auteur un peu plus, à 500 mètres. Et je vais décaisser. Je vais dire, je vais mettre, j'avais dit que j'allais mettre un rendu, on est en OpenGL, c'est d'accord, c'est que je n'ai pas une classe qui se voit. Donc je vais tout changer et dire qu'on est en classe blanc. Et je vais dire que quand je dessine en classe blanc. Pardon. Donc là, on va faire un retranchement des volumes. OK. Donc, il y est. Là, j'ai mon décaissement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que je voulais être un peu plus dans la pente. Donc, on va monter encore. L'élévation, ça va être 700. Parce que j'aimerais bien avoir une partie. Voilà. Et du coup, ce n'est pas ici. J'ai double-clic. Et là, je vais monter. Alors, je peux le faire. Moi, je viens le faire ici. Voilà. Et là, je sors et vous allez voir que j'ai le cube qui restait. Mais je suis. Ah, mais parce que j'ai fait ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire. Il voulait un 3D. D'accord. Je vais me mettre ici pour ne pas les déplacer horizontalement et changer 700. Parce que ah, mais qu'est-ce que tu fais, Maria? C'est pas lui qu'il faut changer, c'est lui. C'est bon. Donc lui, il a monté. Vous voyez, il a monté. Et là, je peux sortir de la soustraction des volumes. J'enlève lui et j'ai le plateau. Donc, j'ai remis l'autre, parce que l'autre qui va me servir des dalles, des socles, je vais dire qu'il fait 30 cm. Ouh, pardon. Ça, c'est moi. Non, ça, c'est... Vas-y. C'était quoi? C'était 500 700. Ah, voilà. Il est au bon endroit et qui fait 30 cm. Donc, j'ai décaissé, j'ai fait un plateau où je peux dessiner maintenant ma maison. Si je me mets en vue des plans, pas de dessus mais des plans, il faut quand même que je décide un peu ce que je vais faire ici. Donc ça, c'est le bord de mon terrain, mais ça, c'est le plateau que j'ai créé. Je peux dire aussi que je vais faire avec une double ligne qui va créer des polygones avec une épaisseur de 30, une enveloppe, et je vais m'adosser à la pente, et je vais faire ici quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça, c'est celui-là. Je vais faire je vais pas, et l'écartement c'est 30, et je n'ai pas fait les polygones ici, et je vais faire une extrusion. Je vais m'aligner. Bien. Plouf, et on ferme. Je vais faire une extrusion, je vais faire un rectangle. Alors, il est tout bas, lui. Donc, il va falloir qu'il monte. Je vais d'abord extruder et dire qu'il fait 5 mètres, on verra après. Et puis, je les vois en face. Je vois que lui, il est à 700, plus 30 cm d'extrusion. Donc, mon mur, il doit être à 700, plus 30 cm des socles. Donc là, j'ai positionné ma boîte. Je te garde l'heure, je vais
revenir sur l'autre maquette. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à placer les objets. Et ici, vous retrouvez un peu la même chose avec d'autres dimensions. Tout est dans une seule classe. Donc, c'est à vous aussi, si vous travaillez sur la maquette, d'attribuer des classes qui vous sont intéressantes pour la représentation. Donc, ça, c'est un socle. Ça, c'est la dalle. Ici, où visiblement, il y a une petite erreur ou pas, on va voir ça, parce qu'on peut voir ça ailleurs et c'est le but. Il y a un terre-plein qui part de mon socle. Ça a été décaissé. J'ai une partie en maçonnerie qui est délimitée, une ébauche des structures en bois avec des poutres qui vont reprendre la toiture, et puis ici, des cloisons intérieures. Comment est-ce que tout ça, ça a été fait? Si j'ai double-clic sur les terre-pleins, ça vous avez compris, j'ai double-clic, j'ai à la base la même chose que tout à l'heure, j'ai des caisses d'un volume, donc c'est une soustraction, je sors, et là, j'ai cette chose-là qui est une extrusion multiple, donc je vais double-cliquer, et à l'intérieur, j'ai l'extrusion multiple. C'est comme tout à l'heure, les paniers hexagonaux. Donc, j'ai ça qui est en haut et ça qui est en bas et une hauteur. Je pourrais, si je sélectionne l'extrusion multiple, changer l'auteur de l'extrusion ici. Je ne vais pas les faire parce que ça va bazarder la maquette. Je vais changer la couleur pour que vous la voyez. Voilà, c'est ça. Et on va revenir au style de la classe. Et on va quitter les volumes. Donc, les terrains, les sols, on va dire naturels, a été constitué comme ça. J'ai la dalle. Si je mets des faces, je sens que la dalle, elle a bougé, elle n'est pas forcément au bon endroit, qu'il y a des choses qui ne sont pas au bon endroit. Donc ça, comment faire? Vous pouvez ici, j'ai enregistré parce que sinon... Ah, intéressant, ça c'est... D'accord, ça c'est les joies des changements. Donc j'ai enlevé le clip cube, je vous ai montré tout à l'heure, et je vais faire, non, modifier, c'est pas ça que je vais enlever, c'est limitation de modèle. Donc je vais faire moi-même la limitation de modèle. Ah, c'est parce que il y a elle. Je vais faire la limitation des modèles. Donc vous avez ici une limitation de modèle qui me permet, qui est relativement petite, qui me permet de voir, surtout dans ces sens, pardon, ça c'est la dalle, je vais zoomer, je vais prendre ça, je vais l'élargir vers les hauts et vers les bas, pour pouvoir pousser vers les côtés et contrôler les hauteurs. Donc là, par exemple, vous voyez bien que j'ai des problèmes de décalage des hauteurs. Et on va voir ça aussi ailleurs. Je sais qu'il y a plusieurs façons de les voir, j'aimerais bien. Donc là, je vois ma maquette coupée, délimitée. La seule partie que je vois, c'est ce qui est à l'intérieur de la délimitation de la maquette. Je peux changer, je peux venir descendre, je l'ai refait et changer. Je vais l'enlever parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer dans les temps qui me restent, alors, limitation de modèle, on l'enlève, c'est qu'on va passer dans un quatrième fichier. Je voulais vous montrer aussi ici qu'il y a eu un champ. Vous voyez, si je tourne, quand je suis en vue des faces, ici, il y a un texte qui est fait sur la pente. J'ai écrit analyse du modèle, parce que l'idée c'était d'analyser le modèle. Donc, bon, l'analyse du modèle, je n'ai pas été très fair-play. C'est beaucoup d'extrusions, vous allez voir. Là, c'est des extrusions, sauf qu'ils ont toutes été extrudées en même temps. Donc, j'ai créé, je mets en vue des plans avec 4 rectangles, les poteaux extrudés en même temps. Mais je pourrais dire, si je veux les avoir indépendants, je peux dégrouper une extrusion avec plusieurs objets, peut-être dégrouper comme un groupe. Vous faites dégrouper, et là, vous n'avez plus l'extrusion de tout le monde ensemble. D'accord? C'est le même cas ici, avec les extrusions horizontales. Donc, il y a des extrusions qui partent des figures qui sont à plat, et des extrusions qui partent des choses qui sont plutôt perpendiculaires sur les côtés. Je vais double-cliquer ici pour que vous compreniez ces volumes.
Donc, ces volumes, c'est la partie où j'ai enlevé ces volumes-là. Ça pourrait être mieux fait, mais si je voulais changer, ça c'était pour changer les ouvertures qui sont symétriques des deux côtés. C'est un peu brutal, mais ça marche. Et si je continue de double-cliquer, vous avez cette porte-là. Je pourrais à la limite faire en mix, sortir et la coller ici, et ça marcherait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'enlève ça, je rentre dans cette soustraction, je les colle, et quand je sors, donc vous pouvez faire un par un, en cascade, ou vous pouvez dire ces volumes, il faut qu'ils soient décaissés de tous ces volumes-là, et les faire un par un. Vous pouvez faire des tests en conception en disant ça, je ne sais pas, c'est trop gros, je vais réduire la taille ici, et ça fait une toute petite ouverture. Donc, j'équipe les volumes soustraits. Et là, ce qu'on va faire, c'est prendre ces modèles et aller dans ces fichiers. Alors, pourquoi on va faire ça? Parce que dans ces fichiers, il y a... C'est un modèle, donc j'ai épuré un modèle existant. Donc, les modèles, c'est quand vous ouvrez... quand vous dites un nouveau fichier, il vous propose un document vierge ou un modèle. Donc, un modèle, c'est tout ce qui est là et vous pouvez créer vos propres modèles. Alors, celui-là, c'est un modèle que j'ai créé à partir d'un des modèles possibles qui est plus simple pour les, on va dire, les besoins du webinaire. Et il y a un canvas qui va servir à avoir des documents comme dans d'autres logiciels, je ne citerai pas lesquels, où automatiquement vous allez avoir des coupes. Parce que sinon, si vous avez un fichier qui n'est pas un modèle, moi ici, je peux, dans ces fichiers qui n'a pas de modèle, ici il n'y a pas des planches de présentation, il y a juste une page blanche, il n'y a pas des coupes, la maquette n'est pas coupée, je peux très bien créer des viewports. Alors, voilà, je peux dire je vais créer des coupes et j'ai créé un viewport coupe et j'ai fait tous mes réglages et j'ai créé la page des présentations. Ou je peux travailler avec un modèle préexistant si je travaille toujours sur des maisons individuelles ou sur du logement collectif d'une certaine façon ou des projets d'envergure semblable. Je peux avoir des modèles qui s'adaptent et ici, je vais avoir un lieu pour coller la maquette et un canevas, ou à l'occasion, j'ai juste une vue des faces et une coupe, mais vous pourriez faire tout ce que vous voulez. Et quand j'ai copié mon ensemble qui est là, je vais faire vue, copier. Je vais aller dans les fichiers d'à côté et je vais dire coller à l'emplacement. Donc, j'ai collé dans les calques maquettes, la maquette qui est à moitié finie. Et dans les canvas, vous avez un trait découpe qui permet de faire une façade et un trait découpe qui permet de faire une coupe avec une certaine lumière et un héliodome même dans les fichiers. Mais cette question, je ne vais pas la traiter, vous allez en savoir plus tard. Et par défaut, j'avais déjà des viewports et des planches qui étaient créées. Donc, vous voyez que maintenant, si je mets à jour, ça met un petit peu de temps, mais voilà, c'est fait. J'ai une vue où je vois en effet qu'il y a un problème d'auteur. Ce qui m'intéresse, c'est dans la coupe, parce que c'est les coupes qui aident à contrôler les choses. Et j'ai dit mise à jour à la dalle et les monter. Donc, je peux faire différentes choses. Je peux toujours travailler dans la maquette directement. Avec les clips cubes, j'avais vu ici avec les clips cubes, j'ai plus le clip cube. J'avais vu des choses, donc je peux me mettre comme ça et je peux dire, je pense que cette dalle, je peux la descendre parce qu'elle s'est décollée et la lier à ça, mais j'ai tout sélectionné, donc je désélectionne, je clique ailleurs, je clique sur la dalle, sur cette extrémité, et je viens chercher ces points auxquels était collé. Là, si je regarde en face, je pense que je regarde les faces, c'est bon, je suis calé. Quand je vais dans les viewports, je dis, alors est-ce que quand je mets à jour, vous voyez là, c'est pas mis à jour, j'ai la dalle qui flotte, la chape. On va faire la mise à jour.
Est-ce qu'elle est au bon endroit? Suspense. Je pense que oui. Oui. Mais quand on va sur la coupe, si je mets à jour, la dalle, elle est revenue au bon endroit, mais j'ai toujours un problème avec la cloison intérieure qui n'est pas au bon endroit. Alors, je peux revenir sur la maquette, mais je peux aussi doubler-cliquer, éditer le viewport, éditer les annotations, si je vais ajouter des choses. Vous savez ce que c'est que les annotations en 2D, les découpages. Mais quand je vais dans les calques, je ne vais pas aller dans le canvas, je vais aller dans maquette et je veux éditer. Et je me retrouve ici, dans les calques, et je peux bouger les objets. Et je peux dire que cette partie-là, je l'ai perdu. Je vais refaire parce que c'est pas ça. Je peux afficher objet dans la coupe, pardon. C'est ça que je voulais faire. Je peux monter cet objet dans la coupe. Je suis fatiguée. Donc là, je peux soit mesurer et les faire par une mesure. Moi, je dirais que c'est 30, comme ça, au pif. Ou les faire par magnétisme. Comme je suis fatiguée, je vais faire pomme M et je vais dire qu'un X, je ne bouge pas, et un Y, je monte des 30. Et je replace la partie cloison à l'intérieur. Mais zut, il y a un petit problème ici, je suis trop haut, donc je peux aussi venir réduire la chose et retourner au viewport. Voilà, ensuite il y a des poutres à faire, je crois qu'il y a une poutre qui traîne, mais je vois l'heure et je pense que je vais m'arrêter là. Donc si on récapitule, si je reviens au fichier de départ, on a vu la partie 3D, comment c'est repéré dans l'interface. Donc, quand c'est une version standard qui est la plus simple, vous avez dans cette icône-là, dans la modélisation 3D, une série d'outils. On ne les a pas tous vus, mais vous en avez vu un certain nombre. Les webinaires, je ne l'ai pas dit, mais bon, vous êtes habitués maintenant, il va y avoir un replay YouTube. Comment naviguer dans l'espace 3D, donc avec les différentes vues, donc pour ça il faut que je sois dans un calque, mais les différentes vues qui sont là, si vous avez un pavé numérique, les pavés numériques c'est quand même très bien, avec les survols, je pense que c'est très bien aussi. Si vous aimez la vue découpée comme dans d'autres logiciels, vous avez l'option multifénétrage. Et ensuite, on a vu comment modéliser avec des volumes. Si vous voulez voir d'autres choses que des volumes, ça demande, c'est quand même, après il y a de la formation à faire, mais il y a beaucoup de choses disponibles, on va dire. Il y a des webinaires muets en anglais, enfin pas des webinaires, des vidéos en anglais sans parole. Donc si vous arrivez à suivre, c'est possible. Mais bon, je pense que pour un bon travail en 3D, il faut quand même se faire former. Ça, c'est vous donner des bases et des repères, et pour les autodidactes, un point de partie. Et ensuite, comment créer des documents 2D à partir d'une maquette 3D. Si vous voyez bien, ça, c'est des documents en 2D. Certes, on devra redessiner par-dessus. Il y a des ajustements à faire dans les réglages des viewports, mais on a fait ici, maquette, aucun travail en 2D. Là, c'est parce que je suis d'accord. Il a choisi vue, projection orthogonale, rendu, l'invisible uniquement. Non, je vais développer un GL parce que je veux la vitesse. Donc, on n'a rien fait en 2D et on arrive quand même à avoir très vite des coupes. Et donc, moi, j'aime bien pour des petits projets ou pour des faisabilités, des 3D rapides comme ça, c'est très facile et c'est très souple. Et vous avez à la fois des images en 3D et des images en 2D. Et je crois que je vais m'arrêter là. Et comme ça, Adam, il pourra passer beaucoup de temps à vous parler des styles, des rendus. Ok, bah, avant que tu t'arrêtes, Maria, on a quand même quelques petites questions. D'accord. Donc, en fait, il y a une personne qui voulait voir en fait comment tu fais une extrusion avec parcours. D'accord, on va faire ça. Et est-ce qu'il y a d'autres questions ou j'ai commencé Oui, par ça? bah écoute, oui, ça va aller.
Ok. Alors, une instruction avec parcours, on peut les faire très simples. Enfin, après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Il faut qu'il y ait deux courbes. Et si on part de la 2D, par exemple, il faut qu'il y ait une section qui soit extrudée. Et je vais me mettre un plan, peu importe. Et je vais dire que je veux avec un polygone, donc à plat aussi, que je peux modifier ensuite. Donc là, j'ai les deux objets qui me permettent d'avoir accès à l'outil. Là, je suis à plat. Si je me mets un plan 2D, je suis à plat. Si je mets un but dessus, pardon, un but des faces, je suis à plat. Je peux les faire en 3D. Je peux faire comme elle pour la courbe. Donc, j'ai mis la courbe en 3D, par exemple. J'espère que ça va fonctionner comme ça, parce qu'après, il l'a converti en courbe NURBS. Mais... Donc, on va dire que les modèles, pardon, il faut les sélectionner avant. Tac, 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 tac. Quel modèle? C'est une extrusion, suivant les parcours. Et il faut dire ce qu'on veut comme parcours et ce qu'on veut comme section. Vous pourriez faire des cercles comme parcours et l'espèce des polygones comme section. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a ce qui est possible comme option et ce qui est possible dans la réalité. Vous pouvez dire que vous avez une croissance linéaire. Donc, les parcours, il n'est pas sélectionné, pardon. Les parcours, c'est plutôt lui. Donc, comme tout à l'heure, c'est avec les flèches. Donc, c'est celui qui est en rouge qui fait le parcours. Là, je ne peux pas faire des croissances linéaires. Et je peux verrouiller le plan du profil ou pas. On va verrouiller. OK. Et vous voyez qu'il s'est mis perpendiculaire donc, on a ici l'instruction avec parcours à la courbe. Je commence à fatiguer. Donc, excusez-moi, je vais boire un coup. Donc, si j'ai double-clic, comme elle est éditable, ce n'est pas comme les volumes allégés qui ne sont pas éditables, et vous pouvez éditer les parcours ou la section. Si vous éditez la section, c'est le cercle qui est à plat, et vous pourriez changer et dire que vous voulez autre chose, que vous voulez, qu'est-ce qu'on veut, un patatoïde. Voilà, donc on peut les changer. J'ai fait point back pour les mettre à et sélectionner le cercle que je supprime. Donc je quitte la section et vous avez vu que ça a changé, ce n'est plus aussi. Et j'ai double-clic et je peux éditer la section. OK. Ah, pardon, la section, excusez-moi. Je peux éditer le parcours. OK. Et là, il a transformé en courbe NURBS. Vous pouvez, il y a une façon, pour être précis, mais là, c'est pas. Comme tous les polygones ou toutes les courbes d'un espace, vous avez des coordonnées, donc vous pouvez déplacer l'objet entier ou dire que sommet par sommet, vous les placez où vous voulez. Donc, si vous cliquez là, vous savez dans quel sommet vous êtes. Si c'est ces sommets-là que je vais déplacer, je donne un coup de flèche là, donc je suis passé de lui à lui. Et si je vais monter un Z, ben je vais dire par exemple que là, ce n'est pas 252,6, c'est 600, ce qui est beaucoup. Je pense que ça ne va pas faire très gérable. On va faire 300. Et non, ça c'est un Z, pardon, là, un Z c'est la hauteur, donc on va dire 200. Et ça a bougé. Je pourrais sortir justement un Y du plan parce que c'était une courbe plane et maintenant c'est pas. Et là c'est bon, j'ai modifié le parcours et j'ai une chose qui est un peu plus tordue que tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est suffisant. Après il y a des options qui sont réglables ici. Mais... Merci pour ça. Donc j'ai une dame qui demandait en fait quelle serait la config idéale pour ce qui est des calques et des classes. Donc à savoir comment se représenter les calques et les classes en fonction, on va dire, des matériaux ou éventuellement. Alors, je vais prendre l'exemple que j'ai là, parce qu'après, un conseil que j'ai donnerai, c'est d'avoir des classes quand vous commencez, que vous appelez 2D et des classes que vous appelez 3D. Par exemple, si je m'écris, et puis ça dépend des phases dans lesquelles vous travaillez. Je pourrais dire ici, créer
2D ligne noire 0,13 et puis me faire une espèce de trousse avec 2D lignes. Ensuite, je pourrais dire créer 3D esquisse et donner des grandes lignes. Si vous travaillez avec des matériaux, par exemple, j'aurais pu dire béton ou gros œuvre. Parce que, gros œuvre. Esquisse, gros œuvre. Créer 3D. Alors, juste, excuse-moi, je vais te lire quand même la question en entier. Oui, parce que elle est mal orientée. Donc, quelle serait la configuration idéale des calques et des classes en dessin 3D d'architecture? Donc, faire des calques par étage, des classes par matériaux. Ah, ben oui, ça, oui. J'ai mal compris la question, c'est sûr. Ça dépend du type de projet, mais en général, si c'est la maison individuelle, la configuration idéale, et en plus, si un jour vous faites du BIM, c'est de faire des calques par étage. Je vais ouvrir le modèle nouveau, utiliser un modèle BIM qui est pas mal. BIM, 3D BIM, celui-là. OK. Vous avez ici, par exemple, pour une maison qui n'est pas très grande, pour un bâtiment qui a 3 niveaux, vous avez 3 calques par niveau. Ici, il y a des étages et même si les étages, c'est un concept qui n'est pas évident, c'est pas mal En fait, vous allez regrouper les calques dans un étage, mais un calque, les nommer comme ça, c'est très bien. 0,0 pour les rez-de-chaussée, 0,1 pour les premiers étages, 0,2, et distinguer entre mur, plancher et toiture ou plafond, parce qu'à un moment donné, pour les architectes, vous allez utiliser des dalles, et les dalles, elles cachent une somme de remplissage, et elles cachent les autres étages. Donc, pour jouer avec les transparences, c'est pas mal de les dissocier, par exemple, et puis pour d'autres questions constructives. Et ensuite, en termes des classes, là, dans ces modèles, il y a une classification qui est fort trop détaillée pour un débutant en 3D, de mon point de vue, parce que vous avez des tonnes et des tonnes de classes qui sont nommées et qui sont nommées par lot et par qui. Mais vous avez une granularité de la définition très constructive. Quand on commence, les classes par matériaux, c'est pas mal, ou par fonction. Si c'est des murs extérieurs, des cloisons, et puis vous déciderez à l'avant-projet détaillé quels sont les matériaux, vous pouvez changer des classes à ce moment-là, mais dans les premières phases, c'est contenter des grandes fonctions, on va dire, techniques. Je ne sais pas si c'est très clair, si c'est... est-ce que ça répond? Pour moi, ça répond. Après, je pense qu'en termes de questions, parce que là, en fait, le temps va défiler, on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais en tout cas, on va pouvoir y répondre du moins par l'intermédiaire du blog. J'ai juste une dernière question, en fait, de M. Pereira. Est-il possible de convertir ces volumes 3D en objets d'architecture? Donc, par exemple, convertir un volume 3D en mur avec paramétrage éditable. Non. Non, on peut les convertir en objets IFC. On peut attribuer... mais l'idée de ces webinaires, c'est pas ne pas vous faire travailler avec les objets paramétrables. C'est de comprendre l'univers 3D, les liens avec la production des documents 2D, donc tout le process. Pour les gens qui veulent travailler avec des formes qui sont un peu plus inusuelles ou qui travaillent, parce qu'il n'y a pas que des architectes, il y a des designers, il y a des gens qui travaillent dans le monde de l'événement. Donc, si vous avez des objets de plus petite échelle où la forme doit être vraiment faite de façon précise, ça s'est fait. Bon, après, il y a
y a la subdivision. Mais sur la subdivision, il y a quelque chose dans les blogs, un tutoriel par Philippe qui est très bien, mais il y a et les NURBS. Mais sinon, déjà, avec ces manipulations des volumes, vous pouvez maîtriser pas mal l'élaboration des beaux objets. Mais non, on ne peut pas faire des murs à partir de ça. Enfin, pas facilement. D'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions. Enfin, j'en ai une éventuellement, si elle est une dernière. Et peut-on faire des embrasures sur l'outil menuiserie extérieure? Ah non, mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Ça, on répondra. Poser la question sur. Alors, comment est-ce qu'on peut vous répondre? Il y a différentes choses. Il va y avoir un questionnaire sur votre avis sur les webinaires. Et il y a une partie questions. N'hésitez pas à poser les questions parce qu'on les recense par thème et on les analyse. Donc, ces webinaires, il est fait. À l'issue du premier webinaire, il y a eu beaucoup de demandes dans ce sens-là. Donc ça, c'est une façon. Quand les vidéos seront postées sur la chaîne YouTube, vous pouvez aussi commenter et dire cette partie-là, j'ai pas compris ou on aimerait bien connaître plus, on va les lire. Et sinon, il y a les réseaux sociaux. Mais ça, c'est les deux canaux, je pense, sur lesquels nous, aussi bien Adam et moi, et puis les autres membres de l'équipe, on a un regard les plus rapides et les plus réactifs. Et soit on répond sur les fils de la chaîne YouTube, soit on trouve une façon de faire un article sur les blogs ou un webinaire si vraiment il y a trop de questions sur un sujet. J'ai dépassé la main, Adam, je pense. Oui. Donc il est quelle heure? Il est 16h26. Voilà. Donc merci à tous. Et puis c'est le tour d'Adam.